Tu l'avais interviewé ou tu avais fait quelque chose avec on lui? a échangé. Alors j'ai commencé l'enregistrement et je me demandais si puisque toi t'as fait une longue carrière chez Microsoft, 18 ans et j'en connais quelques-uns. 28. 28. Ah oui, ok. Donc j'ai bien connu Jean-Philippe. Oui, Jean-Philippe, il est dans le même. Jean-Philippe, range. Lui, beaucoup plus. Encore plus que 28 ans. Oui, il est je crois qu'il est à plus de 35 ou quelque chose comme ça. Vache. Ouais, donc vous étiez deux, en fait. Non, lui, il était d'abord. Moi, je suis arrivé bien après. Alors, on va quand même parler de PwC après, mais non, mais je voudrais juste quand même avoir ça en un instantané, quoi, parce que 28 ans chez Microsoft, t'es parti l'année dernière, donc t'es arrivé là-bas en 95, ok. 95, lancement de Windows 95. Ok. Je sais pas si ça te parle. Moi, je venais pas de ce monde-là. Mais j'ai rejoint cette boîte et Bill Gates est sorti de... il y a eu bien sûr le lancement de Windows 95. Alors pour tous ceux qui ont eu un peu de musique dans la tête, c'est le jingle de lancement, c'était Start Me Up des Stones. Ok. Donc déjà, quand tu rejoins une boîte qui se paye les Stones pour lancer son produit, c'est intéressant. Et puis ça a été aussi le virage vers Internet. Où au départ MSN était censé être un réseau à la AOL, donc assez fermé, un peu mode Minitel. Okay. Et puis en sortie de sa ThinkWeek, Bill Gates a dit non, c'est pas ça qu'il faut faire. MSN devient un portail d'accès à Internet. C'est quoi ça, ThinkWeek? C'était c'est la semaine de réflexion. Mais seul? Il faisait ça? Oui, il était en retraite. Où il prenait un peu de temps pour réfléchir à la stratégie de la boîte. Incroyable. Et quand il est ressorti de sa semaine de réflexion, la stratégie est pas bifurquée à 180. Et j'ai vu une boîte qui encore à l'époque était une grosse start-up faire 180 sans se poser de questions. Et ça, il l'a fait en plus à plusieurs reprises. Cette boîte est quand même assez remarquable de résilience. Moi, honnêtement, tu y étais, mais je pense qu'en 2005, je sais plus, 2008, moi j'ai été un grand féru de Google quand même. Je voyais Google arriver avec sa suite, son Gmail, je me disais, mais en fait, ils s'en rendent pas compte chez Microsoft, mais ils sont morts, en fait. Et il y avait quand même beaucoup de raisons que Microsoft décède quand même au passage, et non, quoi. Et en fait, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, le mobile, etc. Mais à la fin, Microsoft est toujours là, plus fort que jamais, avec un LinkedIn dans son panier, avec des pépites, c'est incroyable, quoi. Oui, et Teams, en fait, ça Slack, il y a eu énormément il y a toujours eu une paranoïa dans cette boîte. Moi, quand je suis arrivé au début, je sais pas si tu t'en souviens, mais c'était une époque où il y avait la guerre des navigateurs Internet. Oui, bien sûr. Et notamment Netscape. Et en fait, ça avait été peu de gens s'en sont aperçus, mais Netscape était une menace extrêmement forte pour Microsoft parce que c'était finalement le portail ou la fenêtre d'accès, sans jeu de mots, à l'information. Et tout passait par Netscape, potentiellement, avec une stratégie de leur part, d'extension, de choses assez propriétaires. Et finalement, c'était une question de survie pour Microsoft d'arriver à passer ce cap-là. Parce que finalement, Microsoft, Windows et le PC, c'est la fenêtre d'accès à la consommation de l'information. Et là, si tu mettais un Netscape qui remplaçait tout ça, il y avait plus de valeur. Et donc, il y a eu une paranoïa et peu de gens l'ont vu à cette époque-là. Avec un peu de recul, tu te dis que la boîte, il y avait vraiment une belle vision. Mais de toute façon, je pense dans beaucoup d'entreprises, on n'aime pas ce mot dans l'absolu dans la vie, mais la paranoïa, c'est vraiment quelque chose d'important. Enfin, c'est une qualité. Je crois que les entrepreneurs, de manière générale, et qu'ils soient des nouveaux ou des plus anciens, ils ont intérêt à être paranoïaques s'ils veulent survivre, s'ils veulent faire survivre et grandir leur structure. Parce que la paranoïa, c'est ça, hein. Deux choses. La première, qu'est-ce que tu faisais chez Microsoft en arrivant et en partant, et la deuxième, qu'est-ce que t'as retenu? Avec quoi t'es parti dans tes bagages? Alors moi, j'ai un profil d'ingénieur, donc tech. Donc je suis arrivé pour faire de la tech chez Microsoft. Tu développais sur quoi en 95? Alors moi, je développais pas, je faisais plutôt de l'infra, puisqu'en 95, c'était l'arrivée de Microsoft dans le monde de l'entreprise.
Donc, il fallait créer les lettres de noblesse de Microsoft en entreprise. Et donc, c'était les tout premiers logiciels d'entreprise, tout ce qui était Windows Server, tout ce qui était les logiciels de management de réseau, donc System Management Center et ce genre de choses-là pour les plus anciens. Et donc, c'était comment prendre pied dans l'entreprise et comment asseoir une crédibilité dans l'entreprise. Donc, moi, je suis arrivé pour aider et contribuer à faire ce genre de choses. C'était en France. Donc c'était un moment assez magique parce que c'était une boîte, je sais pas combien, il y avait quelques centaines de personnes à tout casser. Et c'était un nouveau marché puisque Microsoft, c'était Windows, c'était MS-DOS, c'était plutôt consumer, plutôt grand public. Et là, tout d'un coup, ça se tournait vers l'entreprise. C'était un nouveau marché avec un esprit de start-up à la conquête d'un marché qui était lui-même en devenir. Parce que avant, c'était IBM. C'était des gros systèmes et c'était aussi une mutation de ce marché-là. Donc c'était extrêmement passionnant, très excitant parce qu'on faisait un peu n'importe quoi dans le sens où on avait une forte liberté de faire ce que l'on pensait être juste et être bien pour gagner ces lettres de noblesse. Donc il y a eu des choses vraiment incroyables. Donc j'ai fait beaucoup de métiers chez Microsoft. C'était d'ailleurs une société et probablement qui reste encore où tu peux faire ce que tu veux. Okay. Et où tu veux. C'est-à-dire, si demain tu veux partir aux US, tu veux aller en Australie, il faut que tu te le construises. Mais la boîte va te permettre de le faire. Donc bien sûr, rien ne t'est dû, tu dois tout aller chercher, mais tu peux le faire. Super intéressant. Donc ça, moi dans toute ma carrière chez Microsoft, j'ai fait beaucoup de choses différentes. Qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai pas fait de marketing, j'ai failli, mais j'aurais pu. J'ai fait du business development, j'ai fait du consulting, j'ai fait du management, j'ai géré des grands comptes, j'ai été chez MSN. Je me suis occupé de Windows Phone, donc de la partie mobile. Là aussi, tu vois, sur une création finalement d'un nouveau segment pour Microsoft qui était assez intéressant. Et puis sur la fin, j'ai rejoint les équipes développeurs pour gérer l'écosystème de développeurs et de partenaires, d'éditeurs de logiciels. Ok, donc c'est des développeurs externes, internes, partenaires externes, donc vraiment orientés vers l'animation de ce réseau, l'animation de tout cet écosystème de partenaires. Alors développeurs, mais beaucoup éditeurs de logiciels, donc tous ceux qui viennent créer de la valeur au-dessus des infrastructures, donc de Windows et de différentes applications d'entreprise que propose Microsoft. Donc c'est comme si je devais comparer pardon de ma vulgarité, mais un Apple Store, app, c'est tout ce qui dit des apps en fait, par exemple. Voilà, mais on va dire plutôt des apps d'entreprise, professionnelles, avec une mécanique qui est un petit peu plus différente dans le partage de valeur et dans finalement la manière dont tu te retrouves dans l'entreprise, puisque très souvent ces applications sont au cœur de la capacité de l'entreprise à délivrer ses objectifs. Okay. Donc éditeur de logiciels, et puis après petit à petit s'orienter vers les startups, donc aider les startups à venir utiliser. Alors c'était aussi l'arrivée du cloud, parce que là on a l'impression que le cloud aujourd'hui est là depuis toujours, mais en fait non. Mais c'est pareil, il y avait quand même en plus encore un virage remarquable de Microsoft, parce que tu avais AWS qui était quand même là doucement mais sûrement en train de s'installer un peu partout. Je veux dire, là-dessus, par exemple, Google a pas tant réussi que ça. Si, ça existe toujours, ça existe un peu leur cloud, mais c'est pas, c'est ni AWS ni Azure. Je sais même pas comment ça s'appelle leur cloud. C'est GCP, mais effectivement, Google Cloud Platform. Mais effectivement, ça n'a pas pris la même dimension. Quand le cloud est arrivé, ou en tout cas quand Microsoft a décidé de mettre l'emphase sur ce sujet-là, effectivement, AWS était un pionnier sur ces sujets, donc piloter un peu le marché, et l'innovation venait de là. Et là aussi, c'était un moment assez magique parce que Microsoft a annoncé Azure comme une offre de plateforme as a service. Alors aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est, mais quand ça s'est lancé il y a un peu moins de 10 ans, personne comprenait ce que ça voulait dire. Et la maturité du marché était d'ailleurs même pas là pour le recevoir. Donc on a vécu une phase un peu délicate où tu es en train de faire la promotion et l'évangélisation d'un socle technologique avec des concepts que personne ne maîtrise. Et donc il y a eu un peu par la suite un rétropédalage pour retrouver des choses plus accessibles et permettre
avoir une courbe d'acquisition et de maturité des clients qui soit plus en phase avec ces évolutions-là. Donc ça a été assez passionnant. Et c'est là aussi où on est allé chercher l'aventure des startups dans ce monde-là, dans le monde du cloud. Et c'est là où moi je me suis occupé pas mal de startups. J'ai bâti quelques partenariats avec des licornes françaises, avec Content Square, avec Miracle, avec Algolia. Donc c'était très passionnant parce que c'était au début de toute cette phase de licorne et toute cette phase de marché du SaaS de manière générale. Et puis jusqu'aux dernières années chez Microsoft où je me suis occupé notamment de la relation avec les fonds d'investissement, avec les VC en France. Ok. Qu'est-ce que fait Microsoft avec les VC? Alors ça, c'est autant je vois avec les startups, pardon, excuse-moi, je te coupe, mais je comprends certaines choses, ne serait-ce que quelque chose qui est à la fois hyper bien wedge et hyper, tu dis, insidieux. Alors pas que chez vous, hein, mais on le voit aussi chez vos amis ou cousins, concurrents ou ennemis d'Amazon et d'autres. Typiquement, nous, t'as souvent du cloud offert en tant que startup, des accès à plein de choses. Tu dis c'est génial. Puis en fait, nous, on l'a vécu, c'est d'ailleurs sur une startup où on utilisait beaucoup de cloud. Puis en fait, on n'optimisait pas du tout parce que c'était offert, tu vois. Puis au bout de 6 mois, à 6 mois de l'échéance où on a vu qu'on allait devoir payer, tu te dis ça va me coûter combien ça par mois là. Et en fait, tu te rends compte ça va te coûter 20 000 balles par mois alors que t'as pas vraiment ce budget-là. Et que si t'optimises vraiment bien, tu réussis. Alors, j'étais sûr, il m'expliquait. C'est là où j'ai compris ce que c'était un multi-tenant, single tenant, et en effet, on-premise. Bon, ça, je connaissais déjà. Enfin, toutes ces choses-là. Et puis, tu te dis, bon, ok, on va réussir à optimiser ça à fond et on a coupé le truc quasiment en 10, quoi. Mais après, en revanche, j'exagère un peu, mais t'es quand même collé, quoi. Une fois que tu dois payer, tu payes parce que t'as plus le choix. Et puis, en fait, t'as d'autres outils. Et puis finalement, à la fin, t'as tout ton écosystème. Et c'est assez marrant, de voir ça. Oui, mais là aussi. Mais c'est nécessaire, pardon. C'est là où je dis que c'est bien et insidieux, mais c'est nécessaire parce que pour une start-up c'est quelque chose, tout ce qui n'est pas à sortir au départ, ça permet de l'investir ailleurs. Donc effectivement, si les coûts de plateforme et d'infrastructure sont offerts jusqu'à un certain niveau pendant un certain temps, ça permet au moins d'asseoir le modèle, d'aller chercher les premiers clients, de recruter un peu et d'arriver à quelque chose qui tienne un peu la route. Après, ça a été aussi une évolution dans les modèles et les architectures applicatives. C'est que beaucoup au départ sont partis en disant c'est gratuit. Donc j'y vais à fond, j'optimise pas, exactement ce que tu as évoqué. Et puis aujourd'hui, tu en as beaucoup qui se disent ok, ça d'accord, c'est gratuit pour l'instant. Maintenant, quelles sont mes dépendances? C'est-à-dire qu'à un moment donné, ok, je peux très bien ne pas forcément compter, mais c'est pas parce que je ne compte pas que je ne sais pas à quoi je suis dépendant et comment je suis capable de faire évoluer ces dépendances en fonction de mes contraintes. Et c'est là où on va aller chercher du multi-cloud. Parce que quand tu regardes toutes les grandes organisations, tous les grands clients, personne n'est adhérent à un seul fournisseur. Donc, tu l'es forcément à différents fournisseurs pour pas créer justement de points de fêlure, en bon français. Mais ça, c'est une approche qui est un peu plus coûteuse, mais qui t'offre une résilience bien supérieure. Un peu plus coûteuse dès le début, mais quand tu y arrives à le faire assez jeune et assez tôt, c'est quelque chose, une économie pour plus tard. Exactement. À la fois cette dépendance, tu sais, c'est mon épisode 1 de Génération Do It Yourself avec Simon Davlat, je sais pas si tu connais cette aventure de Batch App Gratis. En fait, lui, il était à l'origine, il avait cet email qui partait tous les jours, App Gratis, et tous les jours, tu avais une application qui normalement était payante, il l'envoyait en gratuit. En fait, comme ça la faisait télécharger par plein de monde, elle montait dans l'App Store, et donc tu te retrouvais numéro 1 de l'App Store. Donc tu avais un peu de paid, et puis derrière, en organique, tu montais dans la stratosphère, et donc pour 10 000 euros par jour, il avait un modèle assez fou. En fait, il arrivait à envoyer une app dans l'espace, tu vois. Et il a fait ça, et puis après, il a fait une appli pour faire ça, et puis voilà, ça s'appelait App Gratis. Puis un jour, il a décidé de se lancer aux États-Unis. Et puis, quand les Américains se sont dit, attends,
Pour 10 000 balles, il envoie. En fait, il tord notre App Store, en fait, quelque part. Il fait un marketing qui fait que et nous, on touche rien là-dessus, etc. Et il s'est fait bannir. Et il venait de lever 10 millions, je crois. Et donc, banni. Il avait 10 millions sur son compte. Et en fait, salut, au revoir, quoi. Et quand tu dépends d'une seule personne, et on le voit aujourd'hui quand même, sur le marketing notamment, même le duopole Google Meta, quand tu vois la flambée des prix des mots-clés, des choses comme ça ces dernières années, en fait, toutes les DNVB, les D2C, là, toutes les boîtes qui vendent directement sur Internet, en fait, t'as l'impression que ces boîtes-là viennent les bouffer au taquet jusqu'à ce qu'il y ait plus de marge pour eux. Puis là, ils arrêtent d'augmenter les prix. Mais tu te dis, il y a un moment, il y a une limite, en fait, là-dedans. Oui. Je suis parano? Non, tu as raison, mais je pense que c'est l'économie d'Internet aujourd'hui et du monde de manière générale. C'est que, d'une part, le temps s'est accéléré à cause de la technologie, ou grâce à la technologie, et qu'en fait, tout le monde est paranoïaque, pour revenir au début de la discussion, sur qui va me disrupter. Et tu en as un paquet qui sont là pour essayer de se servir du modèle, pour aller jusqu'au bout et quelque part disrupter le modèle app gratis dont tu parlais. C'était tordre le modèle pour gagner et en créant une valeur quelque part artificielle, puisque tu sais que ça peut pas durer ce genre de truc. Parce que quand tu dépasses, tu sors la tête un peu trop hors de l'eau, à un moment donné, tu vois, la cigogne elle passe et hop, tu te fais bouffer. C'est exactement cette mécanique-là. Et c'est un peu là-dedans où cette paranoïa et on la retrouve chez tous les grands clients et tous les grands corporates. Ils sont tous un peu paranoïaques de savoir qui va me faire subir ça ou comment j'utilise ces mécaniques pour en tirer parti le temps que je peux, sans rentrer dans une mécanique de dépendance. Oui. Parce que sinon, là, t'as un problème au moment où ça s'arrête. Et c'est marrant parce que du coup, après, il y a une logique de soit sur beaucoup de startups, t'as dû le voir, mais soit je te rachète, soit je te copie, quoi. Hein. C'est vrai que si t'es un peu parano et que tu te sens menacé, quoi. Oui, d'où la. Alors, c'est des choses qui évoluent maintenant avec parce que copier aujourd'hui, c'est facile grâce à l'IA générative. Hein. Enfin, tu regardes tout ce qui a. Vraiment. Tu fais un prompt, ChatGPT, Copilot, etc. pour lui dire crée-moi une application qui fait ça. Je sais plus quel jeu là est copié directement. Après, on parle pas des problématiques de propriété intellectuelle et autres, hein, qui sont encore d'autres sujets. Mais oui, en fait, pour moi, ça fait surtout partie de l'accélération temporelle que j'évoquais. Et c'est une des paranoïas des grandes organisations, c'est que il y a 20 ans, 30 ans, elles avaient un peu plus de temps pour s'adapter au changement. Aujourd'hui, elles ont de moins en moins de temps. Et donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles essayent aussi de trouver des aides et des inspirations dans l'écosystème d'innovation. Et c'est un petit peu pour ça, tu vois, que moi j'ai pris ce nouveau rôle, on reviendra dessus chez PwC. On peut y venir, mais parce qu'en fait j'allais y venir parce que là ça me saute un peu à la gueule, pardon, mais c'est un peu ce qu'on a vécu avec vous l'année dernière, cette année, enfin pardon, autour de Vivatech, c'est un peu alors ton talent aussi, c'est un peu ce que tu mènes chez PwC, mais de réunir ces deux mondes, ce qui est pas simple, parce que moi, je le vis depuis 20 ans que je suis de l'autre côté de la barrière, tu vois, je suis vraiment du côté des startups. T'as un truc, je l'ai là-bas dans mon studio de Génération It Yourself, j'ai la longue liste des 20 règles de Y Combinator, et en gros, il y en a une, c'est genre, te frotte pas aux grosses entreprises. Tu vas perdre du temps, c'est politique, ils vont te faire tourner en rond. Je l'ai tellement vécu, et en fait, les grandes entreprises, et tu vas je veux de l'espoir, j'ai des lueurs d'espoir avec toi, hein, mais là je vis un truc, tiens, je vais le balancer parce qu'il me saoule. On est incubé par l'ordre des experts comptables dans une de mes boîtes, et on commence l'incubation, et en fait, on voit qu'ils veulent nous faire payer, mais cher, en plus, je crois qu'on parle de 40 000 €, et ou prendre des parts dans la boîte, mais même s'ils prennent des parts dans la boîte, à la fin, si jamais ça vaut moins, etc., faudra quand même payer. Là, tu te dis, attends, c'est quoi le deal, en fait? C'est pas, tu vois, moi, je vois les incubateurs, je parlais de YC et tout, c'est quoi le deal, quoi?
Et puis, on commence, on voit que ça va pas bien marcher, on voit que la boîte va pas exactement dans la direction où on veut. Nous, on allait manquer de cash, etc. On leur dit, on avait à peine commencé, on a déjà commencé à payer. On leur dit, écoutez, on va arrêter là, sinon vous allez nous littéralement faire canner la boîte, quoi. Et là, j'ai reçu cette semaine tu vois, une lettre d'avocat qui dit, en fait, Coco, tu dois payer tes 40 000 euros. Et je lui dis, mais vous êtes sérieux, en fait, t'es en train de flinguer une boîte qui pèse rien. Et là, là, c'est pas une entreprise très grande, mais tu vois le mur d'incompréhension. Tu te dis, mais c'est quoi votre délire? Et leur délire, je le sais ce que c'est, moi, leur délire. C'est que, en fait, je pense qu'ils ont fait un business plan sur le truc, que si les 30 000 euros qu'on leur a pas donné, eh ben, ça fait foirer tout leur truc. Mais voilà. Et donc, tu te dis, il y a une telle dichotomie entre ces deux mondes. Il y a des moments, je pense même qu'à l'inverse est vrai. Là, tout ce que je dis, là, je me plains contre une un gros consortium, etc. Mais pareil, les gros se disent, j'ai essayé. Moi, l'inverse que j'ai ressenti. Après, j'arrête mon monologue. C'est, mais j'aimerais avoir ton avis sur tout ça. C'est qui est-ce qui m'en a parlé? J'ai trouvé ça exceptionnel. Tu vois cette boîte qui fait Netatmo, qui faisait des capteurs, des trucs d'automatisation, qui s'est vendu à Legrand. Oui. Et comment il s'appelle? Fred Potter, le fondateur. Excellent. Dans un épisode que j'ai fait avec lui, il me dit, on a une responsabilité, nous, en tant que start-upper entrepreneur. Quand tu vends une boîte, tu dois faire ton maximum après pour qu'elle soit bien intégrée. Parce que comme ça, les grandes boîtes, elles vont continuer à vouloir racheter des boîtes. Parce que c'est sûr que moi, sur mon podcast aussi, il y en a plein. Tu les vois. Fabrice Grinda, c'était le premier. Tu vois qui c'est, Fabrice, qui est aux États-Unis, qui est un fou furieux, premier de sa promo à Princeton. Il est exceptionnel, c'est un génie. Mais lui, il vend sa première boîte 40 millions. Il doit avoir 20 millions ou 40 millions d'earn-out en plus. Au bout d'un an, il prend la moitié, 20 millions. Puis il dit, non, mais les 20 millions restants, tu sais quoi, je m'en fous. Je peux pas perdre une année de plus, je m'en vais. Et il plante la boîte. Et ça, c'est pas responsable. Et du coup, les grosses boîtes veulent plus pas bosser avec les startups. Voilà. J'ai posé le truc, mais comment on réconcilie ça? C'est possible? T'es en plein dedans, où effectivement, c'est tout ce que t'évoques, c'est vraiment un ensemble de problèmes dans la capacité à venir intégrer de l'innovation externe au sein de grands groupes. Et quand on reparlait de ta maxime du Y Combinator, je pense qu'il faut la modifier, c'est ne t'attaque pas tout seul à un grand groupe. Ça, je pense que c'est très important, parce que le tout seul, et en fait, moi je reste persuadé qu'on est dans des écosystèmes, et que la vraie force, c'est de jouer sur l'écosystème. Et donc, c'est un peu ce qu'on essaye de faire chez PwC, parce que ce que tu évoques là, le cas que tu as de ton réseau d'experts comptables qui veut te faire payer, en fait, dans une mesure un peu différente, il y a quelques années, on faisait ça. C'est-à-dire qu'on faisait payer des startups, on les accélérait entre guillemets, on leur donnait des tips pendant 5-6 semaines, on les mettait en relation avec des clients, les clients trouvaient leur compte ou pas. Quand ils trouvaient leur compte, ils faisaient le deal avec la startup, super. Et puis de toute façon, PwC sortait de l'équation. Donc la valeur pour nous, c'était pas les quelques dizaines de milliers d'euros que tu prends une startup qui fait vivre une boîte comme ça. Donc ça a pas de sens et on crée pas de valeur. Donc moi, la position que j'ai prise en arrivant chez PwC, c'était plutôt de dire, ok, comment on crée de la valeur sur l'ensemble de cet écosystème. Donc créer de la valeur sur l'ensemble de cet écosystème, c'est déjà trouver la manière de faire en sorte que cet écosystème se parle, se comprenne, de manière à déjà aligner les temporalités, parce qu'une start-up, elle doit aller vite, parce que elle a pas un cash infini, et sauf qu'un grand corporate, il se doit d'aller doucement. Parce qu'il y a un paquet de règles, de processus, alors d'indépendance chez PwC, parce qu'on est commissaire aux comptes, donc t'imagines, on a une réglementation. Le jet ski versus le supertanker, quoi. Un peu, c'est un peu ça. Ouais. C'est un peu ça. Et donc, il faut arriver à concilier les deux. Et c'est encore pire chez un PwC, puisque comme je te le dis, on est commissaire aux comptes. Donc, ça veut dire qu'on est probablement une des activités les plus régulées au monde derrière le monde bancaire. Et donc, une société comme PwC a horreur d'une chose, c'est le risque. Bah oui, puisque forcément, on fait tout pour gérer le risque. Et une start-up, c'est quoi? Bah, c'est juste 100% de risque. Donc c'est là où, à un moment donné, il faut arriver à se dire, ok, comment on fait en sorte que l'un puisse alimenter l'autre et inversement. Qu'est-ce que l'un peut apporter à l'autre? Quels sont les éléments sur lesquels on peut capitaliser? Et comment on repense aussi certains business models pour faire en sorte
que on arrive à s'aligner et à trouver des voies d'entente. Donc en fait, moi l'approche que j'ai prise, c'est de dire ok, on va pas faire un incubateur, parce que de toute façon, si c'est un incubateur, ce serait pour nos besoins internes, et donc c'est hyper restrictif. Si c'est pour nos clients, comme on a tous les clients sur tous les secteurs, ben je sais pas faire. Donc on va travailler avec un écosystème. Donc travailler avec un écosystème, c'est travailler avec des accélérateurs, avec des incubateurs, avec des VC, OVNI en fait partie, avec la BPI, avec la French Tech, avec tout cet écosystème pour permettre de démultiplier. Ça, c'est un peu moi ce que je cherche, c'est démultiplier la recherche de valeur. Qu'est-ce qu'on apporte aux startups ? Parce qu'une startup, ce que tu disais, va pas avoir un grand corporate tout seul. Oui, c'est vrai, c'est hyper compliqué. Parce qu'ils n'ont pas le vocabulaire, parce qu'ils comprennent pas les problématiques de cycle de décision. Ils rentrent dans des POC sans fin. Non, mais et aussi vice versa. Je veux dire, la petite start-up ne comprend pas. Moi, j'ai jamais bossé dans. Tu vois, tout à l'heure, tu disais, on était tout petit chez Microsoft, on était quelques centaines. Moi, j'ai jamais bossé dans une boîte de quelques centaines de personnes, tu vois. Je connais pas, quoi. J'ai eu une boîte où je gérais 100 personnes, c'était la mienne. Je l'ai vendue la semaine dernière, et voilà. Mais donc quand à un moment on te dit tiens lui ou elle est directrice de je sais pas quoi, etc., tu te dis c'est bien, je vais la voir. En fait elle a rien à voir avec ton truc et tu t'en rends pas bien compte, ils te le disent pas forcément et tu te dis bon je les ai vus, c'est bien, ça va peut-être avancer, alors qu'en fait t'es juste mais tu voulais aller dans le nord, t'es parti dans le sud, quoi. T'es complètement à côté de la plaque. Ouais. Mais tu as complètement raison. Parce qu'il y a une manière aussi de décrypter les grands corporates. Moi, c'est un peu ce que j'ai vécu chez Microsoft, c'est qu'on est parti peut-être à l'époque d'un moment où on n'avait pas encore de légitimité en entreprise, en dehors peut-être d'un poste de travail, à aujourd'hui carrément une place peut-être incontournable en entreprise, notamment sur les logiciels Windows Server, Active Directory, toute la partie gestion d'identité, autorisation, etc. Et donc forcément, il a fallu apprendre à discuter avec ces gens-là. Donc entre l'agilité, la rapidité d'un Microsoft à cette époque-là pour prendre le marché, et puis ces grands groupes qui, de toute façon, étaient toujours les mêmes. Donc je pense que ça m'a permis aussi d'apprendre un petit peu à discuter avec les deux parties et de jouer un peu un rôle d'interprète entre les deux. Donc ça, c'est ce que vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire que vous êtes un peu ce lubrifiant, ce fluidificateur qui permet à ces deux mondes de se comprendre. Alors, j'adorerais, mais c'est malheureusement pas aussi simple. Aladdin sort de cette lampe. De manière plus humble, mais peut-être aussi plus ambitieuse, ce qu'on essaie de faire, c'est faire du business avec les startups. Ok. Et de pas les voir comme des clients, mais comme des partenaires. Donc effectivement, l'objectif, c'est de porter toute la relation, en tout cas la compréhension des enjeux sectoriels, verticaux de nos grands clients, et d'identifier au travers de petits écosystèmes des solutions provenant de startups, identifier celles qui sont justement déployables dans les contraintes sécuritaires, dans les contraintes organisationnelles de ces grands groupes, et créer une proposition de valeur. Comme le ferait par exemple, c'est peut-être un peu loin, mais un intégrateur Salesforce à un niveau beaucoup plus gros, c'est-à-dire t'as un client qui a un besoin, tu vas trouver une startup qui règle son besoin, et toi quand tu fais du business, c'est que tu vas peut-être aider ton client à l'intégrer, à l'accrocher à ses process, à le brancher à ses systèmes, etc. À l'extrême simplification, oui. La différence, c'est quand tu es un intégrateur, tu as des compétences en général techniques qui vont te permettre de délivrer. Nous, on a des compétences techniques, mais en fait, on va un peu plus loin puisque notre métier, c'est d'avoir de la connaissance du métier de nos clients. Et donc, on va être extrêmement pertinent sur toutes les directions métiers des clients. Et c'est dans cette dimension-là qu'on peut comprendre les enjeux que vivent nos clients et y trouver des solutions. Et tu parlais tout à l'heure, je savais que PwC était donc dans de l'audit du commissariat aux comptes. Ça va jusqu'où? Pour moi, il y a des moments, c'est pas clair. C'est moi, tu vois, je te dis ma méconnaissance des grands groupes, mais est-ce que vous allez jusqu'à ce que fait du BCG et Bain, McKinsey, du conseil? Est-ce que vous allez jusqu'à ce que font Accenture? Oui, ça c'est plus en face, je dirais, ou même les ESN avec placer des devs, ou c'est pas vos métiers? Alors, en fait, dans la partie commissariat aux comptes, il y a ce qu'on appelle les Big Four.
Ouais. Dont PwC fait partie. Donc là, en fait, c'est quand même 4 organisations qui ont cette approche de commissariat aux comptes. Dans ces organisations-là, chez PwC, tu as 4 métiers. Tu as toute la partie audit, tu as toute la partie consulting et consulting stratégique. Et là, on va retrouver quelque part ce que peuvent faire ceux que tu as cités. Puis il y a toute une partie M&A, donc toute gestion de deals internationaux, et toute une partie avocat d'affaires. Ok. Donc en fait, ces 4 métiers offrent des prismes chez tous nos grands clients qui ont ces 4 activités, offrent des visions, des points d'entrée différents sur les organisations et les besoins des clients. Et donc moi, mon activité, elle est transverse à ces différents métiers, de manière à pouvoir activer, identifier et créer ces propositions de valeur pour nous permettre, d'être plus pertinents avec ces clients, mais de leur donner l'agilité dont je parlais tout à l'heure. Quand on dit que les cycles se réduisent, ils ont besoin qu'on les aide à aller plus vite, à monter en maturité plus vite, qu'uniquement attendre que le temps se passe. Donc c'est vraiment ça qu'on cherche à faire. Elles se rendent compte, enfin, toi tu te rends compte de plus en plus les grandes boîtes de potentiellement par moment leur droit de vie ou de mort sur et d'ailleurs il y en a qui en ont profité, en tout cas chez des start-upers, il y en a qui rongent un peu leur Ça marche dans les deux sens. Alors c'est pas un droit de vie de mort d'une start-up sur un grand groupe, mais imagine que quand tu es dans un grand groupe, tu dis OK, je choisis de cette start-up sur telle partie de mon business. Si cette start-up a pas un minimum de résilience et de capacité à tenir dans le temps, potentiellement tu mets à risque une partie du business du grand groupe. Oui. L'impact est extrêmement important. Et puis d'un autre côté, ce que les startups ont du mal à anticiper, c'est que elles sont pas seules. C'est vrai. C'est-à-dire que quand tu as un grand groupe, hier j'étais à Big, de la BPI, il y avait des sessions intéressantes, notamment côté achat et start-up et innovation, et en fait tous les grands groupes, alors les directions innovation, elles sont inondées de demandes de start-up. Et qui chacune pense avoir la meilleure idée du monde, évidemment, pour impacter le business. Et c'est peut-être le cas. Sauf que les gens en face ont juste pas le temps de regarder comment ça se passe et d'estimer si c'est effectivement le cas. Et c'est là où nous, on a un véritable enjeu, puisqu'on est quand même vu comme un trusted advisor. On est vraiment l'élément de confiance qui est aussi lié à la partie audit et qui nous permet d'avoir cette vision-là. Mais oui, bien sûr, un grand compte, à un moment donné, il a... Alors, peut-être pas un droit de vie ou de mort sur une start-up, mais ne serait-ce que, tu vois, les cycles de décision dans un grand groupe pour dire à une start-up j'y vais pas, déjà ça, c'est horrible. Parce que quand une start-up attend 6 mois, elle fait 36 meetings et 3 POC pour s'entendre dire il faut que j'en parle à mon chef pour voir s'il y a le budget. Ah non, mais t'es pas au bon guichet, mon chéri. En fait, il faut que t'ailles ailleurs. Mais c'est ça. Mais après, mais c'était rigolo. Hein, j'ai bien aimé ce que t'as fait. Exactement, c'est super. Moi, j'adore. Mais c'est aussi une question pour les startups. Il faut qu'elles rentrent dans une mécanique de vente et surtout en France, qui doit être beaucoup plus structurée vis-à-vis de ses clients. T'as complètement raison. Et alors ça, les Américains sont tellement plus forts que nous. Et alors moi, je vois un peu ça de l'intérieur, parce que ma femme bosse chez LinkedIn depuis 5 ans, elle bossait chez Meta avant pendant 10 ans. Et en fait, tu vois leur intelligence de la compréhension des clients, de qui est décisionnaire, de qui fait quoi. Enfin, c'est assez fou, hein, mais souvent, quand ils arrivent chez des clients, ils connaissent la boîte, la strat, les machins, ils ont lu les rapports annuels, ils doivent rentrer des trucs dans des cases, littéralement, hein, tu vois, on te demande, t'es obligé quand t'es sales de lire les rapports annuels et d'aller remplir. En fait, tu vois, t'arrives, tu connais la strat de ton client, tu sais qui fait quoi, qui va décider, combien ils ont fait, combien tu vas faire, où est-ce que tu vas les emmener, eux-mêmes ils le savent pas, enfin c'est fou. Et c'est vrai que là-dessus, même je te trouve dans pas mal de licornes, je titille toujours un peu des gros français, des Alan, des qui est-ce, comment elle s'appelle, Arbia Smithy avec son truc de paye, tu sais, d'avance, je vais le retrouver. Et en fait, je leur dis, mais toi, il faut que tu ailles voir des grands comptes, il faut que tu les comprennes, mais il te faut des sales qui sont des enterprise sales, qui coûtent 200 000 € par an minimum, mais en revanche, qui vont t'envoyer ta boîte dans l'espace. Et ça, on n'a pas du tout cette culture. Ah, t'as raison, c'est un véritable enjeu.
Est-ce que, avec toutes ces expériences, entre la tech, une startup scale-up qui était Microsoft, qui a quand même réussi, on l'a dit, à pivoter plein de fois, là, ton job, entre ces grosses entreprises et ces startups, est-ce que t'aurais, là, comme ça, 3-4 bullet points, des choses à faire, et peut-être 2 ou 3 à surtout pas faire? Des choses qui deviennent facilement. Oui, alors moi, comme mon rôle, c'est de créer cette valeur avec les startups, ce que j'ai créé, c'est pas rocket science, hein, mais je leur ai créé un template pour leur dire, voilà, pour moi, et me faciliter la vie pour comprendre où je te positionne et quelle est ta proposition de valeur, donne-moi ces 5 points. Et ne serait-ce que ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que le nombre de startups, quand tu leur demandes, OK, quelle est l'industrie à laquelle tu t'adresses? Ben moi, je les fais toutes. OK, bon, déjà, c'est mal parti, cette histoire, hein, parce que, donc, il y a un point fondamental, c'est se focaliser. OK. Il faut choisir une cible. Même si on peut tout faire, il faut choisir une cible. Et on a le droit de se tromper. Mais au moins, choisis une cible pour aller jusqu'au bout, et d'ailleurs, ça permettra de pivoter plus rapidement. Okay. Donc, premier élément, c'est de leur dire, OK, quel est ton terrain de jeu? Et après, deuxième élément, c'est quels sont les enjeux, les pain points que tu adresses. Mais quel problème tu règles? Quel problème tu règles? Parce que si ces problèmes-là sont des problèmes qui sont globaux à l'ensemble du secteur, c'est hyper intéressant en termes de marché. Si c'est plus ou moins mature en fonction des clients, bah ça te permet aussi de t'orienter en fonction de la maturité de ces clients et de savoir un petit peu vers où aller. Donc quels sont ces problèmes? Troisième point, c'est quelle est ta proposition de valeur et surtout ce qui te démarque de tes petits copains. Parce que ça te permet tout de suite d'être percutant. Si tu vas voir un client, tu lui dis, écoute, je sais que t'as mal là et que ça impacte ton business comme ça. Et moi, je t'aide et voilà ce que tu vas en tirer. Si tu trouves la personne à qui parler, et c'est pour ça qu'on est là, eh ben, là, il y a de fortes chances que ça donne quelque chose. Ok. D'accord? Donc là, ça t'en fait 4, ça c'est déjà pas mal. Puis après, je reviens à la vente, à un moment, il faut savoir dire combien ça coûte, quoi. Donc il faut être assez clair sur son business model. Ouais. Ouais, c'est pas toujours le cas. Après, en effet, il y a l'histoire a montré que t'as plein de startups qui étaient pas très clairs sur leur business model et qu'on finit par pivoter ou par faire des choses exceptionnelles. Mais c'est vrai que j'ai pu participer à des projets sur lesquels et j'ai eu des issues malheureuses et des issues heureuses, mais sur lesquels en fait on se dit attends, on va régler un problème qui est tellement gros que l'argent, peu importe, on le trouvera après. Mais bon, faut lever beaucoup d'argent, c'est compliqué. Moi, j'aime bien le business plus safe. Mais c'est pour ça que tu vois, dans tous les business autour de la partie sustainability, alors décarbonation, biodiversité, etc., qui sont des enjeux extrêmement forts, hein, sur lesquels PwC est très positionné aussi. Moi, je reste persuadé que ça ne change rien. Il faut avoir un business model qui apporte de la valeur et qui permette à l'entreprise qui la porte de grandir. Parce que t'as beau être utopiste et apporter, toi, être altruiste, si t'as pas 300-500 millions à dépenser, bah tu vas être le seul à le savoir. Ça, j'adore ces startups. Et après, on va vraiment venir sur ce qu'on fait ensemble et comment ça se passe. Mais j'adore ces startups où ça m'impressionne parce que ça, je serais bien incapable de le faire. Mais tu sais, qui arrivent à régler très vite des problèmes vraiment de grosses boîtes. C'est-à-dire, donc, souvent, c'est des gens qui sont passés par des grosses boîtes. Je pense à Rachel Delacour, j'ai cherché ça avec Sweep, tu sais, tu parles de climat et de choses comme ça, mais en fait, je vais d'ailleurs pas me relancer exactement dans ce que fait Sweep parce que c'est assez complexe. Mais même hier, j'ai reçu un type qui s'appelle Thomas Clausel, qui a monté Hawkin. Il est dans l'industrie pharmaceutique et en fait, lui, il accélère la création de molécules, quoi. Et en fait, il me dit, tu vois. Bon, pour l'instant, on fait que, alors ils sont valorisés peut-être plus de 2 milliards, on fait que 50 millions tous les ans. Il me dit, bon, tu vois, mon concurrent américain, il a vendu une molécule à Pfizer 2 milliards, tu vois. Donc ça se trouve, en gros, l'année prochaine, ils vont faire 2 milliards 50 millions de chiffre d'affaires. Et en fait, tu vois que eux, ils règlent des problèmes pour des hôpitaux, mais pour aussi des grosses boîtes dans plutôt de l'industrie pharmaceutique. Et en fait, il y a des gens qui nativement sont mis là-dedans. Mais faut un peu connaître. C'est intéressant quand même ces modèles. Oui, très souvent. Mais je reviens sur ce que tu disais. Et c'est un très bon point. Hein, la capacité à résoudre des enjeux vient souvent d'une compréhension fine de ceux-ci. Et donc, ça veut dire que tu y es passé à un moment ou à un autre.
Donc même tous les jeunes entrepreneurs hein, qu'on peut voir, soit c'est rare d'avoir quelqu'un qui a une idée comme ça en sortant au saut de son lit. Hein. Non, c'est des associations. La créativité, elle vient de. Exactement. Et c'est vrai que tu vois, moi, je suis plus familier. Je te prends du Alan ou du Conto. Conto, ça me parle complètement parce que j'ai créé tellement de boîtes et je me suis tellement pris des murs avec des banques. Mais bon, c'est un problème qui concerne une multitude de petits entrepreneurs et pas quelques très grosses boîtes. Donc c'est intéressant de voir ce prisme aussi dans les startups. Et ça, il y en a de plus en plus. Qu'est-ce qu'on fait nous ensemble alors avec OVNI, avec PwC? On a fait une super présentation en marge, une soirée off à Freaktrak sur la péniche de Vivatech qui était super. On bosse ensemble sur justement cette fluidification. On vous envoie un peu des gens nous chez qui on investit, chez qui on n'investit pas aussi d'ailleurs. Alors l'objectif avec OVNI, c'est de matérialiser cette relation avec l'écosystème. Donc on est peu nombreux entre guillemets chez PwC, on serait 50, ça changerait pas le fond du problème. Parce que moi je suis pas investisseur, c'est pas notre volonté du fait de la partie commissariat aux comptes d'ailleurs, hein, ça pourrait poser des problèmes de conflit d'intérêts. Et donc ça m'intéresse beaucoup d'avoir une relation avec un VC comme OVNI qui a ses propres outils pour aller sourcer et identifier des boîtes qui correspondent à vos thèses d'investissement. Et si ça correspond à vos thèses, ça veut dire qu'il y a un truc qui match dans ce que je recherche en termes de création de valeur. Donc c'est utiliser l'écosystème et s'enrichir mutuellement pour identifier ces bonnes solutions. Après, c'est aussi l'écosystème, il évolue. C'est pas un cercle fini, c'est un patatoïde qui bouge et qui a besoin de bouger si tu veux garder l'agilité et la réactivité en fonction de l'environnement économique, social, etc. Et puis, finalement, il y a quand même un élément qui est, pour moi, prédominant, c'est la qualité des gens. Et tu le retrouves dans les entrepreneurs. Et la qualité des gens chez OVNI, hein, que ce soit Arnaud et Augustin que je connaissais initialement, toi par la suite, Thomas aussi, il y a des valeurs qui pour moi sont fondamentales. C'est-à-dire que faire du business, c'est une relation humaine. D'accord. Pour l'instant, on n'a pas complètement réussi avec ChatGPT à faire désintermédier tout ça. Surtout avec les grands groupes, hein, à un moment donné, c'est vraiment une relation humaine. Et c'est porté par ces valeurs parce que quand on veut créer justement une valeur commune, c'est aussi une question de confiance. Et cette confiance, c'est un des assets les plus forts de PwC. C'est peut-être aussi pour ça que ça résonne. Hein. Donc, qui dit confiance dit valeur humaine. Valeur humaine, je l'ai retrouvée chez OVNI. Je te confirme. Oui. Et ça, en ayant géré quelques relations avec des fonds chez Microsoft, il y en a beaucoup, et c'est normal, hein, dont l'investissement dans un portfolio, c'est un investissement purement financier. Savoir derrière que X ou Y marche ou marche pas, bon, à la limite, c'est moins important. Sachant que l'histoire, pas toujours, hein, mais a quand même souvent montré, bon, il y a eu des Uber ou des cas un peu spéciaux, mais que l'intelligence humaine, la chaleur, la capacité à capter la force des entrepreneurs chez qui on investit quand tu es investisseur, plus que le projet est juste de manière très froide, c'est un talent monstrueux, c'est ce qui fait que tu as des meilleurs retours sur investissement. Donc c'est peut-être pas scientifique ce que je dis, mais je crois que c'est quelque chose que je vois de plus en plus j'entends de plus en plus dans mes podcasts. Ouais, mais je suis très en phase avec toi. Et quelque part, on me dit souvent, mais pourquoi avec OVNI et pourquoi pas avec des fonds plus anciens et en plus d'empreintes sur l'écosystème, parce que justement, je cherchais aussi quelque chose de différent. Et j'essaye d'apporter une nouvelle manière de réfléchir et d'aborder les sujets chez PwC. Donc si je le fais avec des mécaniques anciennes, il y a fort peu de chances que ça marche. Et il y a tu vois, moi j'ai fait un rendez-vous à la BPI cette semaine où il m'expliquait le besoin de renouveau des fonds de seed. Enfin, c'est même pas un besoin, c'est systémique. Ils se renouvellent parce qu'en fait, les anciens fonds de seed grossissent et puis ils sont plus trop dans le seed parce qu'ils veulent prendre moins de risques et puis voilà. Et donc, t'as un renouveau qui est en cours là après un bull run de 10-15 ans. Et nous, on débarque et c'est vrai que
en toute humilité, je pense qu'on fait partie des quelques fonds sur lesquels faut compter dans les nouveaux, quoi. Donc, je pense on est visible, on a une grinta importante, il y a une force de travail impressionnante et c'est cool. Et j'avais pas percuté sur toute la profondeur de ce qu'on pouvait faire ensemble et aussi du gain pour tout le monde. Enfin, j'arrive pas trop à voir, tu vois. Alors, il y a peut-être beaucoup d'intermédiaires. Tu dis finalement, il y a l'entrepreneur, OVNI, PwC et les grosses corps. Mais finalement, nous, chez OVNI, on peut déjà peut-être vous demander des avis sur certains business avant d'investir. Mais surtout, une fois qu'on a investi, vous dites, on a quand même prescreené des gens, donc vous dites s'ils les ont sélectionnés, c'est que c'est peut-être pas mal. Si on fait des choses pour vos clients, ben t'as déjà un premier filtre si t'es à l'aise. Et le client final, en fait, vous êtes cette personne à qui il fait confiance et qui prescreen tout ça. Donc en fait, il y a pas grand-chose à perdre, quoi. Oui, et je rajouterais une petite cerise sur le gâteau, qui est qu'on a aussi beaucoup d'histoires de start-up dont PwC est devenu client. Parce que finalement, ça nous apporte, nous-mêmes, on est dans cette transformation. Et donc, il faut qu'on soit aussi paranoïaque, il faut aussi qu'on soit à l'écoute de ces nouvelles méthodes de travail, de l'optimisation de la manière de travailler. Et la chantilly au-dessus, après, c'est l'effet réseau de PwC. C'est-à-dire qu'en France, on est à 7000, 7500, t'as 350 000 personnes dans le monde, et bien évidemment, ce réseau se parle. Ouais. Et c'est aussi des choses sur lesquelles on doit s'améliorer en matière de développement, mais c'est un potentiel, une opportunité intéressante. Et ouais, et puis chez vous, il y a cette, on va dire, ce ruissellement d'innovation. Si tu arrives à bien le gérer, je sais pas si c'est dans ton job ça, mais de faire connaître tout à tout le monde, parce que c'est un de mes gros challenges. Très bien. Qu'est-ce qu'on se souhaite pour l'année à venir? On retravaille déjà sur Vivatech, je crois. Tout à fait. On t'envoie des dossiers. Oui. De toute façon, je suis en contact hebdomadaire, voire plus avec Thomas, Augustin, Arnaud. Ouais. Donc il y a pas mal de choses. On travaille sur des tendances, on travaille bien sûr sur des besoins en fonction de secteur, puisque on va, nous côté PwC, même si on traite tous les secteurs, on va avoir des moments plus forts ou des temps forts liés à des problématiques liées à tel ou tel secteur, parce qu'il y a une réglementation qui vient le perturber, parce qu'il y a une technologie qui vient le perturber, parce qu'il y a un impact économique qui vient chambouler tout ça. Et donc on va avoir ces points de focus sur lesquels on travaille de manière plus spécifique. Puis après, c'est effectivement toute une partie événementielle où moi j'adore travailler avec OVNI parce que ils sont un peu barrés ces gens, donc ils te proposent des trucs mais sans savoir que c'est pas possible. Et ça marche. Puis ça va continuer. Il y en a plein dans les tuyaux. J'ai une question subsidiaire. C'est grosse corp, sachant que moi je connais la réponse pour les plus petits qui s'en rendent pas tous compte, mais même les TPE, je parle pas que des gens de la tech d'ailleurs, mais elles se rendent compte de la lame de fond de l'IA, de ce qui est en train de se passer. Genre vraiment, vraiment, vraiment. Je pense que peut-être tout en haut un peu, mais il y a des moments où je me dis, j'ai vraiment pas l'impression. En fait, c'est un des éléments de rupture technologique qui est extrêmement identifié par tous les grands corporates. La vraie question, c'est, on est dans une phase où il n'y a pas eu encore une adoption massive, parce qu'on est dans une phase où, d'une part, on essaie d'identifier les retours sur investissement. C'est-à-dire ne pas investir massivement sur quelque chose qui sera un flop demain. Parce que c'est pas uniquement une question d'investissement, c'est une question de conduite du changement auprès des différents collaborateurs et collaboratrices. Et ça, c'est extrêmement coûteux, tu vois. Si demain, tu formes tout le monde au prompt sur Copilot ou ChatGPT, et puis que après-demain, en fait, ça devient complètement naturel et t'as plus besoin de prompter, peut-être attendre après-demain. Tu as vu les cycles des boîtes. Mais oui, tous les grands corporates sont extrêmement vigilants sur ce sujet-là, parce que tout le monde se rend compte, même si c'est difficile à quantifier, qu'il va y avoir un ROI, que ça va permettre aussi de gagner en productivité, de gagner en opération. Après, dans les grands corporates, si par exemple tu gagnes 2 heures de ta journée parce que tu as utilisé Copilot ou ChatGPT ou whatever, t'en fais quoi? C'est un sujet, hein. Est-ce que tu vas te former? Est-ce que tu vas faire du sport, ce qui pourrait être une bonne chose? Donc il y a beaucoup de réflexions aussi sociales, sociétales, RH autour de ça. Et puis tout le monde n'évolue pas de la même façon, à la même vitesse.
Tu prends un grand corporate, plusieurs dizaines de milliers de personnes qui n'ont pas tous le même métier. Comment je fais pour les embarquer et pour que tout le monde y trouve son compte sans en garder la moitié sur le bas-côté. Et ça, c'est long. C'est long. Et puis moi, je te dis, c'est sûr que c'est pour ça que je serai jamais à la tête de ces boîtes-là, mais je me dis, on s'en fout, en fait, on avance parce qu'on n'a pas le temps. Tu vois, mais ouais. C'est les responsabilités que t'as quand t'es dans des grosses boîtes comme ça. Tu connais ça bien. Sans y passer longtemps, mais pareil sur la souveraineté. Ah, pour moi, la souveraineté, et pourtant, 28 ans de Microsoft, souveraineté, tu peux te dire, acquis aux Américains. Je pense que en tant que citoyen, c'est fondamental. En revanche, on a raté plein de coches. Tu connais Olivier Dellenbach? Chaps Vision? Chaps Vision me parle, mais pas... Je vais te le présenter pour tout PwC. Alors là, je pense que je vais faire un gros strike. Je t'enverrai un podcast. Je crois qu'on sort un podcast ce week-end ou le week-end prochain. Exceptionnel. À fond là-dessus. Mais souveraineté, oui, c'est clé. Ne serait-ce que parce que PwC est commissaire aux comptes et très très présent en France, puisque c'est PwC France et Maghreb. Donc en fait, c'est vraiment notre terrain de jeu. Là où on a raté beaucoup de choses en matière d'hyperscaler, donc de cloud. Tu vois, la souveraineté, elle arrive au travers des clouds souverains qui sont opérés par des Google, des Microsoft, en association avec des tiers. Tu vois, t'as Sens avec Google, t'as Bleu avec Microsoft, enfin surtout Orange et Cap. Donc ça va être délivré, mais on a raté probablement l'opportunité d'avoir un véritable acteur. Mais je pense que ce sont aussi les problématiques de la vieille Europe. Tout seul dans un seul pays, comment veux-tu mettre autant d'investissements? Christophe Folnet, que tu dois connaître, parlait sur BFM il y a pas longtemps des investissements en IA. Quand tu vois que des hyperscalers dépensent des milliards par an. Centaines de milliards. Ouais, tu vois. Donc, voilà, là, pour moi, l'enjeu, il dépasse la France. Déjà, si on avait une souveraineté européenne, tu vois, au moins une stratégie européenne autour de ça, ce serait déjà pas mal. 72 000 euros le développeur moyen sur l'IA en France, 925 000 aux États-Unis, le salaire annuel. Choisis ton camp, camarade. On te suit sur LinkedIn, avec Thierry Pic, qui s'écrit PICQ. C'est Q, parce que tu sais que j'ai un autre Thierry Pic iconique sur mon podcast Génération Do It Yourself, voilà, avec donc un K. Tu l'as pas écouté, tu vois qui c'est ou pas? Alors il y a un autre Thierry Pic, je sais pas mais qui est plutôt dans la partie sciences humaines. Ok. Moi c'était son nom de code, c'est le laveur de carreaux, parce qu'à l'origine, ça aurait pu coller avec Windows. Exceptionnel. Alors celui-là, il faut l'écouter, mais vraiment très très inspirant. Bicorp dans le ménage. Tu dis attends, les hommes et femmes de ménage, ils sont pas contents de faire le job. Tu peux pas être Bicorp dans un truc comme ça. C'est un peu. Et il t'explique pourquoi et comment il l'a fait. Et c'est vraiment extra. Si donc Thierry Pic PICQ sur LinkedIn, c'est très bien. Si t'avais toi question subsidiaire. Ton Microsoft de cette année, si t'avais 24 ans là et que tu rentrais dans une boîte, tu postulerais où? C'est une pas de PwC, attention, interdit. Non, parce que je pense que à l'époque, parce que j'ai plus 24 ans, on n'avait pas la vision à mon époque des grands enjeux planétaires, impact, ESG, etc. Je crois que il y a vraiment des choses qui me passionneraient autour de la biodiversité, parce que finalement, quand tu vois un petit peu plus loin, c'est juste l'enjeu majeur pour la planète. Donc probablement essayer de trouver des boîtes autour de ça, mais comme j'ai un profil tech, comment on utilise la tech pour faire avancer ce genre de sujet. Après, il y a probablement aussi une question d'éthique, à un moment donné, faire des choix. Moi, tu sais, quand j'ai rejoint Microsoft, ça faisait 2-3 fois qu'ils venaient me chercher. Et je trouvais ça pas sérieux. Tu vois, c'était le PC avec MS-DOS et les premiers Windows 11. Moi, j'étais dans une boîte beaucoup plus sérieuse, déjà orientée. J'étais chez Digital Equipment, qui était une société qui n'existe plus, qui avait été rachetée par IBM. C'était le numéro 2 mondial de l'informatique derrière IBM. Et donc, Microsoft, c'était pas sérieux. Et en fait, mais c'est l'expérience après où tu te rends compte que les choix que tu fais sont très liés aussi à certains carcans et à certaines orientations de pensée. Et c'est dur à 24 ans de bypasser tout ça.
C'était le moment où il fallait encore faire ces 2 points pour lancer sur la ligne de commande pour lancer ton navigateur, enfin ton operating system. Ouais, j'ai installé Windows avec des disquettes. Ouais, des floppy disks ou des 3 pouces et demi. Ouais. Ok. Merci Thierry. En tout cas, on suit tout ça. On te suit sur LinkedIn, on suit PwC si on veut. Merci aussi de votre confiance. On est ravis avec OVNI de bosser avec vous et de pouvoir profiter de toute cette expertise, ce réseau, cette confiance que vous avez. Et on a trop de chance. Donc merci à tous les collaborateurs, collaboratrices qui nous ont aidés à organiser tout ça. Et puis à bientôt, plus tard. Ces événements qu'on fait, ils sont pas forcément ouverts à tout le monde. Il faut être d'abord dans la communauté OVNI et PwC, ou on peut venir quand même. Tu sais plus, tu sais pas. Alors ça va dépendre des événements. Ok. Comme ça, je te dis ni oui ni non. Mais on va le faire au fil de l'eau et en fonction de la manière dont ça grandit et puis de l'orientation que l'on veut y donner dans la collaboration, dans le partenariat qu'on a avec OVNI et qui est toujours un plaisir au quotidien. Donc, je désespère pas que ça suive son cours pendant de longues années. Merci Thierry, merci à vous tous. Merci Mathieu. Suivez OVNI sur les réseaux sociaux aussi, comme ça vous saurez quand on fera des événements ensemble. C'était vraiment très cool l'année dernière. Et puis on pourra boire un coup ensemble plus si vous venez. Donc voilà. À très bientôt sur les podcasts, les audios, les YouTube d'OVNI. Salut Thierry, à tous. Salut Mathieu.